Aujourd'hui, vendredi 10 avril 2026, premier vrai conseil municipal, on va dire, où on aura abordé des questions et où seront donc menés des votes. Plusieurs dossiers, dont un très très important, c'est un rapport sur les délégations du conseil municipal au maire. C'est l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ce qu'on appelle vulgairement le CGCT. Et là, c'est le grand déballage. En gros, il y a à peu près une vingtaine de champs sur lesquels il est, non peut-être, une trentaine de champs sur lesquels il est donné la possibilité au conseil municipal de déléguer des pouvoirs au vote. En général, c'est plutôt pour des petites communes qu'on actionne toutes ces délégations parce que ça évite de devoir constituer, de devoir convoquer le conseil municipal pour un certain nombre de choses. Mais là, on est quand même sur une grosse commune et là, on a près de 30 champs de délégation. 30 champs de délégation donnés au maire de Fort-de-France. Donc, c'est une vision hyper maximaliste de la délégation et donc hyper minimaliste de la transparence et du partage du pouvoir, il faut le dire. On a arrêté les affectations de propriété communale. Donc, bon, ça, on change l'affectation d'un bâtiment. On avait une ancienne école, on va en faire quelque chose d'autre. Le maire est libre d'en décider seul. Les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics. Donc, les autorisations qui sont données, par exemple, aux restaurants pour l'occupation du domaine public, les ambulants, pareil. Le prix du stationnement. Eh bien, tout ça, ça ne passe pas par le conseil municipal. Monsieur le maire peut en décider tout seul. Pas très transparent quand même. Voilà, donc procéder à la réalisation des emprunts. Là aussi, bam, plein pouvoir à monsieur le maire. Décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc là, pareil, le maire peut passer, préparer, exécuter des marchés, des accords cadres, leurs avenants, sans avoir à consulter le conseil municipal. Alors ça, en termes de transparence, on est à zéro. Et le seul moment où éventuellement il pourra en faire mention au conseil municipal, c'est quand le montant d'un contrat initial dépassera, ou l'avenant dépassera 5% du montant initial du marché. Sincèrement, ça, rarement usité, mais bon, on est dans la rareté à Fort-de-France, voilà. Et là, en matière de partage du pouvoir, on est dans une rareté rarement égalée de confiscation du pouvoir démocratique au conseil municipal. Bon, décider de la conclusion et de la révision des louages des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Bon, donc là, pareil, il peut décider tout seul à qui il loue ou ne loue pas, révise ou ne révise pas les choses louées, donc c'est-à-dire les choses qui appartiennent à la collectivité et qui sont louées. Et là, pour 12 ans, pour une période en plus qui dépasse largement sa période de mandat. Mais là, pareil, ça aurait été bien quand même qu'on ait un petit panorama des choses louées. Passer les contrats d'assurance ainsi que accepter les indemnités de sinistres y afférents. Ouais, ok, bon ça, je pense qu'on puisse sur les contrats d'assurance lorsque ça concerne l'entièreté de l'activité de la commune, ça vaut le coup d'avoir une information au moins municipale. Bon. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Là aussi, en général, quand même, la mise en place d'une régie, la création d'une régie, ça passe quand même souvent par les assemblées, soit par les conseils municipaux, les conseils communautaires. Là, non, le maire, il peut créer tout seul, modifier ou supprimer une régie sans que personne ne soit au courant. On lui donne plein pouvoir. Prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières, ça ok. Accepter les dons et legs, décider de l'aliénation de gré de mobilier, bon ça, c'est pas des choses fondamentales. Fixer les rémunérations, alors ça, c'est un peu particulier. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, des notaires, huissiers de justice et experts. Et les marchés de prestations intellectuelles, personne ne pas connaître. Non, ça, on ne connaît pas. Moi, je trouve ça assez singulier que le maire décide seul de tout ça. D'autant que, bon, en général, quand on a des frais, des honoraires d'avocat, de notaire, d'huissier, c'est qu'on a des actes à produire. Ce qui me dérange aussi, c'est expert. Expert de qui ça? Qui est expert de quoi? Dans quel sujet, sur
pourquoi il fixe la rémunération des experts. Bon, ça me semble un peu bizarre. Fixer l'estimation des services fiscaux, le montant notifié. Alors oui, ça aussi, bon, c'est lui qui fixe les montants qui vont être versés aux personnes lorsqu'il y a des expropriations. Alors ça aussi, décider de la création de classes des établissements d'enseignement. Je sais pas, ça c'est quand même un truc un peu partageable. Hein. Est-ce qu'on crée une classe ou pas? En général, d'ailleurs, je pense qu'il y a rarement des oppositions à la création de classes dans les établissements scolaires. Mais là aussi, on règne sans partage. On règne sans partage. C'est le maire qui décide si des classes se créent. Fixer les reprises d'alignement, bon ça c'est classique. Je vais aller vite parce que ça peut être un peu long. Régler les conséquences des accidents. Convention, alors tac tac tac. Alors ça c'est un peu particulier. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et signer la convention prévue par l'alinéa 3, par l'alinéa L332-11-2 du même code. Et c'est une délégation qui vaudra pour les lignes de trésorerie d'un montant maximum, un petit peu, un montant maximum de combien? 15 millions d'euros. Non, mais ça, pareil, le pouvoir n'est pas partagé. L'information, on ne sait pas si elle sera donnée au conseil municipal. Exercer, vous voyez quand même que c'est chaud cacao quand même. Hein. Moi, j'ai jamais vu une délib aussi maximaliste en termes de délégation de pouvoir. C'est vrai que j'ai pas vérifié ce qui était fait avant, mais enfin, je trouve ça un peu fort de cacao que des conseillers municipaux acceptent d'être dépourvus autant de leur pouvoir d'assemblée et que la démocratie soit à ce point déléguée à une seule personne, qu'on centralise tous ses pouvoirs. Donc urbanisme et tout ça, c'est hyper maximaliste. Le maire peut faire ce qu'il veut en matière d'urbanisme. Pareil, il peut supprimer des dettes sur les fameuses régies. Donc il peut admettre en non-valeur des titres de recettes. Mais il y a des moments où ça peut être très important, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à recouvrer une dette, vous avez fait un titre de recette, eh bien le maire peut décider qu'il n'y a plus de dette et décider de mettre ce qu'on appelle en non-valeur, c'est-à-dire de considérer que la dette n'existe plus et de donner ordre aux trésoriers, au trésor public, aux comptables publics de faire disparaître la dette. Bon. Autoriser les mandats spéciaux des membres du conseil municipal, ok, et rembourser les frais y afférents. Bon, ça c'est réglementaire, mais il y a quand même des marges. En général, on fixe le quantum d'indemnisation et de remboursement, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose. Signature des actes authentiques, création des commissions, donc il y a les commissions, la commission d'appel d'offres obligatoire, ça correspond un peu à un cadre réglementaire. La représentation au sein du conseil d'administration du CCAS, donc il y a deux établissements en fait qui sont un peu annexes, c'est la Caisse des écoles et le CCAS, donc là, le conseil municipal est représenté au conseil d'administration du CCAS et de la Caisse des écoles qui ont des budgets propres, même si c'est des budgets en lien avec la ville. Et là, un avenant, alors il tombe, bam, commande publique, un avenant sur une opération qui avait été commencée par la CEMAF, vous savez, cette fameuse société d'économie mixte dont monsieur le président exécutif de la CTM était le directeur général, hein, c'est la CEMAF. Donc c'est par convention de concession. Donc on a confié à la CEMAF, la ville avait confié à la CEMAF qui depuis est la SOAM, la réalisation de la ZAC du domaine de l'étang-abricot. Le truc a commencé en 1994, on est en 2026, c'est toujours pas fini. Et là, on doit être, du coup, ça devait finir 10 ans après, donc en 2004 et qu'on est en 2026. Ça a juste 20 ans de retard, mais on ne sait pas précisément pourquoi il y a autant de retard. Un petit bilan quand même, une petite évaluation de cette procédure d'aménagement et puis une petite explication du pourquoi ça a pris 20 ans aurait été de bonne loi en début de mandature. Surtout que c'est une opération quand même dont le coût estimé jusqu'alors est de 75 553 187 € hors taxe. Hein. Donc on va prolonger encore. Là, c'est un avenant de prolongation encore pour à nouveau prolonger de 10 ans. Hein, donc, on y sera encore en 2036 pour une opération qui était censée s'arrêter en 2004. Pareil, on n'a pas d'indication. C'est qu'il faut finir des voiries, construire une école et des stationnements, création d'un parc urbain, d'espaces verts, d'un circuit. Alors, dans le total qui a été annoncé d'ailleurs pour l'opération, on ne sait pas
à combien correspondent les travaux restants à effectuer. Règlement budgétaire de la ville, je vais pas m'étendre, plan financier d'extension du dispositif de vidéoprotection. Donc, je croyais qu'on avait déjà, qu'on était super, qu'on avait obtenu tous les financements et tout ça pour la vidéoprotection. Eh ben non, voilà le plan de financement. En général, quand on vote le plan de financement, c'est qu'on les a pas obligatoirement. Mais là, on a donc un plan de financement de vidéoprotection à hauteur de 535 000 euros, dont 214 000 de l'État, 214 000 de la CTM, Ville de Fort-de-France 26 000, CACEM 80 000. Bon, j'espère que la CACEM aussi avait voté ce plan de financement. Enfin, on va considérer que oui. Je suis pas allée dans le détail, mais on le saura bien assez tôt puisque nous sommes présents également au conseil communautaire et donc on posera les questions. Plan de financement, migration de messagerie, donc ça c'est un truc informatique. Subventions aux associations de carnaval. Alors là, on n'a que 4 associations qui auront donc été subventionnées, on ne sait pas, mais là on a des subventions a posteriori à verser à des associations de carnaval. On va quand même faire la petite remarque, il y a pour 2 associations, on a le nom de l'association, le projet réalisé, le coût de l'opération, la demande, la participation logistique de la ville et la subvention accordée. Et pour 2 associations, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a ni le coût de l'opération, ni le montant de la demande, ni la participation. Par contre, il y a le montant accordé par la ville. Bon, c'est 21 000 euros. C'est pas la mer à boire, mais enfin, on se demande d'ailleurs comment on fait avec si peu d'argent pour organiser un carnaval à Fort-de-France et soutenir réellement les associations. Mais bon, c'est peut-être la DAC qui finance le plus finalement. À maman la foisse. Voilà. Moyens logistiques mis à disposition. Donc là, voilà. Fonction publique. Alors on a personnel contractuel. On a la création d'un emploi de chargé de projet urbanisme. Alors là, je pense que ça sera le grand truc finalement de la mandature. Le béton, enfin ça change pas trop d'habitude, mais on a encore un chargé des projets d'urbanisme. Heureusement, il sera en charge peut-être de s'intéresser au SCOT, au PLU, au SAR et tout ça, donc à tous les outils de programmation urbanistique. Nous, on n'y a jamais vu très clair et moi, j'y vois toujours pas très clair sur la vision d'aménagement de la ville. Et puis, j'ai presque envie de dire, j'espère aussi qu'il s'interrogera sur l'écologie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, le béton, c'est sympa. Mais vous savez qu'en fait, les principales victimes du béton, ce sont ceux et celles qui ont peu de moyens, parce qu'on n'améliore pas leur cadre de vie, parce qu'elles subissent plus la pollution. Je sais pas, il serait temps de penser à des parcs de jeux pour les enfants dans les cités, à des parcs verts, plutôt que de construire du bâtiment et minéraliser toute la ville partout. Et puis là, il y a une délibération, je vais faire vite parce qu'on va devoir y aller. Dispositif d'attribution de véhicules de services et de fonctions pour l'année 2026. Alors ça, c'est intéressant parce que parfois, d'ailleurs, ça, c'est pas mal utilisé pour récompenser, c'est des avantages en nature qui n'en sont pas. Mais donc, on a des véhicules de service. Donc là, les véhicules de service sont censés servir dans le cadre du service. Et exceptionnellement, les personnes peuvent bénéficier de la possibilité de ramener le véhicule de service chez eux. Ça veut dire qu'on les autorise à faire ce qu'on appelle le remisage à domicile. Là, il n'y a qu'une personne qui, sur les véhicules de service, est autorisée à un remisage à domicile permanent. C'est là où le directeur de police municipale. Il y a 7, 8, 9 véhicules de fonction, directeur général des services, les directeurs généraux adjoints et le directeur de cabinet. Mais il est quand même dit qu'il pourra être donné des autorisations aux agents lorsque leur mission, alors c'est censé être exceptionnel, lorsque leur mission le justifie, d'avoir des véhicules de service avec autorisation de remisage. C'est censé être ponctuel. Bon, voilà, tous les agents pourront bénéficier ponctuellement d'autorisation de remisage. Mais, bon, c'est pas ce qu'on en a, nous, entendu, hein. On a quand même plutôt entendu qu'il y avait des remisages à domicile assez réguliers et on a eu pendant notamment la campagne beaucoup de personnes qui nous ont dit un tel se balade avec le véhicule de la ville et tout ça. C'est pas une question d'attaquer nos compatriotes agents municipaux, mais l'intérêt général, le bien public, il faut y faire attention et singulièrement mesurer le risque que ça peut représenter pour la collectivité, par exemple en cas d'accident ou de dégradation dans des conditions qui ne sont pas prévues par un arrêté municipal. Et puis, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais il me semble quand même que la ville n'a pas que des véhicules
automobile. Bon, déjà, on ne sait pas. Hein. C'est combien le parc de véhicules de la commune. On ne sait pas combien elle a de véhicules, finalement, de services. Mais on ne sait pas non plus ce qu'ils font des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles. Il y a peut-être des vélos, il y a peut-être des motos. Ça serait bien que cette délibération, ou qu'en tout cas une nouvelle délibération sur la mise à disposition de véhicules de service, puisse être faite et complétée par l'attribution de véhicules de roues. Voilà, de roues motorisées ou pas. Voilà. Bon, eh bien, on a fait très brièvement le tour. On vous tiendra au courant et puis vous pourrez voir la transmission du conseil municipal, mais on vous tiendra au courant. J'essaierai à chaque fois de faire une petite vidéo pour vous dire les cas traités, puis pour vous donner mon avis et puis celui des autres membres à l'occasion ou à la veille des conseils municipaux. Bye bye.